Devant la menace, le FPR, à peine sorti du maquis, se prépare déjà à une nouvelle guerre. Il ouvre ses rangs et recrute au Zaïre parmi la population d'origine Tutsi, mais aussi parmi les opposants à Mobutu. Il fallait que nous préagissions et nous avions déjà repéré des Zaïrois qui étaient prêts à combattre Mobutu pour nous, avec notre aide, bien sûr. En même temps qu'il prépare la guerre, Paul Kagame se rend au siège des Nations Unies pour tenter une dernière fois d'obtenir un engagement de la communauté internationale. La paix et la stabilité du Rwanda et de la région va dépendre de ce que la communauté internationale sera capable de faire et dans les délais les plus courts. Envoyer un signal ferme et fort aux criminels impunis de la région est bien évidemment la meilleure solution. Quand je suis rentré des États-Unis et après avoir mis en garde le gouvernement américain et les Nations Unies, très honnêtement, j'étais dans un état d'esprit très combatif. J'étais prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour régler la situation. Au Rwanda, dans les camps du FPR, des milliers de Tutsis du Zaïre n'attendent plus désormais qu'un ordre pour passer la frontière. Mais Kagame voit déjà plus grand. Quitte à mener une guerre au Zaïre, autant essayer de mettre fin aux 32 ans de règne sans partage de Mobutu. Il sait qu'il peut compter sur la bienveillance des États-Unis qui aimeraient voir une nouvelle génération accéder au pouvoir en Afrique. Mais pour renverser Mobutu, une armée même entraînée ne suffit pas. Kagame doit avancer masqué, donner l'illusion que ses troupes ne font que conseiller une rébellion interne. Il lui faut donc trouver un homme de paille parmi les opposants à Mobutu. Ce sera Laurent-Désiré Kabila. Kabila a le bon profil, il est zaïrois, n'appartient pas à l'ethnie Tutsi et combat Mobutu depuis plus de 30 ans. Kabila était un petit joueur. Il vivait de l'arsen. Il se faisait de l'argent en exploitant illégalement des mines d'or, en faisant quelques enlèvements. Il persuadait les Chinois ou d'autres qu'il menait une révolution pour leur soutirer un peu d'argent. Il vivait en Tanzanie, dans une maison que lui prêtait le gouvernement. Il était sous la protection des services secrets. Je ne l'ai jamais vu faire d'affaires illégales. Je pensais qu'il avait un potentiel, car il s'opposait à Mobutu depuis très longtemps. Et en plus, il était du Katanga, de l'est du Zaïre. Il parlait Swahili. Kabila parlait très bien notre langue, mais on savait aussi que c'était un piètre organisateur. Il n'avait jamais réussi à s'organiser contre Mobutu. J'ai accepté de le présenter à Kagame. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait de sérieux problèmes avec Mobutu. J'ai donc demandé à Innocent Bissangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame. Je l'ai conduit à Kigali. Je savais où aller. Je connaissais le bureau du vice-président et les gens qui travaillaient avec lui. J'ai vu Kagame et je lui ai parlé de Kabila. Il ne le connaissait pas du tout. Je ne me souviens de rien qui m'ait frappé à son propos. De toute façon, il fallait faire avec la situation et avec les Zaïrois. Disons qu'un accident de l'histoire nous a fait tomber sur Kabila. Mais seul, Kabila n'est pas un alibi suffisant pour servir de couverture à l'intervention rwandaise. Parallèlement, 3 autres opposants à Mobutu sont contactés, dont Deogracias Bugera, un Tutsi zaïrois du Nord Kivu, créateur dans les années 1990 de l'Alliance démocratique populaire. Autour de Kabila, ces hommes vont former l'AFDL, l'Alliance démocratique pour la libération du Congo, une organisation d'opposants à Mobutu, mais dirigée en sous-main par les Rwandais.